Le Manal Show, vous écoutez mon entretien intégral avec Idriss Aberkane. Dans cet épisode hors série, j'ai voulu vous partager mon entretien avec Idriss Aberkane. Alors oui, c'est un entretien que l'on a fait il y a plusieurs mois et j'ai déjà diffusé une partie, mais comme vous le savez, je suis obligée de faire des choix et de couper des passages pour ne garder que 30 minutes d'interview et respecter le format du Manal Show. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est du plus, c'est du bonus. Mon entretien dans sa version intégrale. Avec Idriss Aberkane, on a échangé pendant plus d'1 heure et croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Alors si ce type de format plus long vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai en sorte de vous en proposer plus régulièrement. Bonne écoute! Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Alors Idriss Aberkane, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Je le fais parce que j'avais de plus en plus souvent l'impression que notre système éducatif procédait d'un enfermement, d'une sorte de prison intellectuelle et mentale, plutôt que d'une libération, ce qu'il est censé être. L'éducation est là pour libérer, l'éducation est là pour donner des ailes, pas pour les couper. Et j'ai eu dans mon parcours très souvent l'impression que des aspects de notre éducation nous coupaient les ailes, plutôt que de nous aider à les faire pousser. Et qu'on pourrait bien sûr changer ça. Au départ, j'ai fait une thèse à l'école polytechnique sur les neurosciences appliquées, alors à la productivité, c'était comment rendre notre cerveau plus productif. Et bon, 4 ans là-dessus, comment rendre le cerveau plus productif, c'est très intéressant, mais à aucun moment dans mon travail, je dois me poser la question de est-ce que ça nous rendra plus heureux? C'est une question qui n'est pas académique, ça. Donc, inintéressant comme question. En 4 ans de recherche sur comment presser le jus de cerveau davantage, qui chez un trader, qui chez un avocat, qui chez un élève, en faisant de la neuroergonomie, à aucun moment je me pose la question de est-ce que ça nous rendra plus heureux. Et c'est là que je me suis rendu compte que nos sociétés modernes opposaient nominalement productivité et épanouissement. Et qu'un grand mensonge de la révolution industrielle, c'est que produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Ou bien on est productif et on est dépressif, ou bien on est épanoui mais on est un glandeur. Et que tout être humain qui se rend au travail, qui prend le métro, qui prend sa voiture, qui prend son vélo, qui va au bureau, qui va dans le champ, est en permanence tiraillé entre ces deux pôles. Ou bien je suis en train de m'épanouir, mais je suis un traître au redressement économique national. En Asie, c'est vraiment ça. Ou bien je suis en train de travailler, mais je suis dépressif, j'aime pas ma vie, mais je contribue au PIB. Et ça, c'est une énorme erreur que malheureusement notre éducation continue d'entretenir. D'accord, c'est un bon pourquoi. Alors, on peut dire que vous avez, réussi à l'école. Ma question, elle est simple, puisqu'aujourd'hui, notre thématique, c'est faut-il avoir obligatoirement réussi à l'école pour réussir sa vie? Vous en pensez quoi, vous? Alors, la réponse est non, évidemment. La vie notée est inférieure à la vraie vie. C'est la base. La vie notée est contenue dans la vraie vie. Mais la vraie vie n'est certainement pas contenue dans la vie notée. La vie notée est à la vraie vie ce que le cheval de bois est au vrai cheval. On peut apprendre plein de choses d'un cheval en ayant pratiqué un cheval de bois. Plein de choses. On peut aussi être très bon sur un cheval en n'ayant jamais vu un cheval de bois de sa vie. La vie notée, c'est le cheval de bois. La vraie vie, c'est le vrai cheval. Et à tout moment, dans toute civilisation, toute culture, toute période de l'humanité, on a eu des gens qui n'étaient pas du tout issus de la vie notée traditionnelle et qui ont été excellents dans leur domaine et qui ont laminé les premiers de la classe de la vie notée. Dans mon livre, par exemple, je parle de Gamelin, le bien nommé général Gamelin, Maurice Gamelin, qui est l'architecte de la défaite majeure de la France en 40. Le type était major de Saint-Cyr. C'est le meilleur, la crème de notre système éducatif, une quiche absolue sur le champ de bataille, sur lequel il mettait d'ailleurs jamais les pieds. En face, pendant la guerre du Vietnam, on a un général qui est considéré comme un des plus grands généraux de tous les temps, qui est Vo Nguyen Giap, qui n'avait aucune formation militaire et qui a écrasé généraux américains, français et chinois, alors qu'il n'avait aucune éducation militaire formelle. Et les exemples, on peut en citer des tonnes et des tonnes, entre Lincoln, qui est le meilleur président de l'histoire américaine et qui était un autodidacte, ou bien sûr des Steve Jobs, etc. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il existe une bourse aux États-Unis qui s'appelle la bourse Thiel, qui est donnée spécifiquement aux élèves pour qu'ils quittent l'université. C'est la première bourse que l'on donne, non pas pour rester étudier, mais Peter Thiel la donne en disant « Écoute, toi, tu es trop intelligent pour les études, donc arrête, crée une entreprise. » Et un des grands lauréats de cette bourse, c'est Vitalik Buterin, qui est le fondateur de la crypto-monnaie Ethereum, enfin de la plateforme Ethereum. Ce jeune prodige a créé Ethereum vers la vingtaine. Ethereum, aujourd'hui, est une plateforme de crypto-monnaie qui pèse des dizaines de milliards de dollars.
Et ce jeune prodige l'a créé comme ça, sans suivre les manuels. Donc l'être humain est plus grand que les manuels. Mais du coup, à contrario, est-ce que réussir à l'école, c'est un handicap finalement? Alors parfois ça l'est. Je vais même, dans mon cas, j'ai passé 3 doctorats, ça m'a été reproché. Oui. On m'a reproché d'avoir passé 3 doctorats, on m'a dit que c'était pas possible, que ça devait forcément être faux, donc que ce CV avec 3 doctorats devait être faux, il fallait chercher ça. Et en fait, là où ça peut être un vrai handicap, c'est John Nash qui le disait. John Nash, très grand mathématicien, prix Nobel d'économie. Il disait carrément, je ne vais pas passer trop de temps à apprendre les assumptions de gens moins intelligents que moi. Enfin, bon, John Nash, il était un peu schizophrène aussi. Mais surtout, ce qui est pas faux, c'est que Elon Musk, par exemple, dira, donc Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de SpaceX, le type qui a reposé une fusée sur une barge en plus. Donc il lance une fusée, il la repose sur une barge en haute mer. Voilà. Eh bien, il disait, vous savez, dans la vie, le suiveur lit les manuels. Le leader, il les écrit. Il est clair que si vous voulez former un informaticien et que vous lui demandez d'abord de maîtriser toute l'horlogerie, vous allez détruire sa vocation informatique. Et parfois, il existe des situations où connaître les règles ou connaître les précédents peut être un handicap, effectivement, à l'innovation. D'ailleurs, si un être humain a une durée de vie, c'est bien que la biologie, si vous voulez, dans l'humanité, on pourrait vivre plus longtemps. Un individu humain pourrait vivre plus longtemps. Mais le fait qu'un humain ait une durée de vie limitée contribue aussi à la vitalité intellectuelle de notre espèce en effaçant l'ancien quand il ne marche plus. Vous parlez beaucoup justement de l'éducation dans votre livre. Pour vous, c'est quoi votre définition de l'éducation? Alors pour moi, l'éducation, c'est un repas de connaissances. L'éducation, c'est une initiation à la gastronomie de la connaissance. Ah, ça me rappelle une vidéo où j'ai failli avoir une indigestion. Ah ouais, c'est malheureusement c'est une métaphore qui peut être dure à comprendre, c'est vrai. Oui, pour ceux qui nous écoutent, en fait, dans la vidéo, vous comparez l'école à un buffet gastronomique. Donc, vous pouvez peut-être un petit peu expliquer l'idée. Oui, pour moi, l'école, c'est un buffet à volonté de connaissances. Ça, c'est génial. Imaginez, vous êtes en face d'un buffet à volonté. Il y a tout ce que vous voulez dedans. Viande, salade bar, boisson, dessert, massage des pieds, ce que vous voulez. Et en fait, là, vous êtes au paradis. Vous avez faim, vous êtes au paradis. Mais imaginez maintenant que le maître d'hôtel débarque et vous dise « tu dois tout manger ». Tu dois tout manger et chaque plat que tu vas laisser sera porté sur l'addition. Et en plus, si tu en laisses trop, tu seras viré. Et on fera une haie d'honneur pour t'humilier. Bah là, ça devient carrément un enfer. Là, c'est l'enfer. Ouais. Et là, le maître d'hôtel, en plus, vous dit « Ah, il sort sa montre, t'as 1 heure. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. » Bon, ça, c'est débile. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et vous pensez que c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'école? Oui, mais totalement. Si jamais vous avez laissé trop, vous n'êtes pas noté sur ce que vous avez mangé à l'école. Jamais. Vous êtes noté sur ce que vous avez laissé. Personne n'a 20 sur 20 de moyenne. Si vous n'avez pas sur 20 de moyenne, c'est bien que la note représente ce que vous avez laissé, ce que vous n'avez pas mangé ou digéré. Ensuite, il y a un programme, vous devez l'avaler, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et quelqu'un l'a fait en telle heure, donc on sait que c'est possible. Et également, si vous en laissez trop, vous êtes humilié, vous redoublez. Alors, l'appétit de la connaissance, il doit être stimulé chez chacun d'entre nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est naturel. On est tous avec un appétit pour le savoir. Les enfants demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les arbres sont verts. Et notre système digestif, on l'appelle le deuxième cerveau, parce que c'est la partie du corps qui a le plus de neurones après le premier cerveau. La façon normale d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau, c'est le plaisir. Je connais personne qui va dire « Ah non, manger encore, la corvée ». Non. Manger, la pause déjeuner, c'est positif. C'est un moment de détente. Bien, la pause connaissance, ça doit être un moment de détente aussi. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour le premier cerveau ? Edgar Morin, tout récemment, qui est un tweetos convaincu, Edgar Morin, de ses 90 ans et sur Twitter, balance là, tout dernièrement, la première chose que m'a enseigné l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. C'est-à-dire que c'était normal d'être emmerdé, que ce soit ennuyeux. Non, ce n'est pas normal. La nourriture, une nourriture insipide, on arrête d'en manger, et on a raison, elle a été mal cuisinée. Si quelqu'un vous présente un énorme morceau de bœuf bien persillé comme il faut, vieilli, tout ce qu'on veut, et qu'il le bout, qu'il le met dans une eau bouillante à 100 degrés pour vous le cuisiner, c'est lui qui a mal cuisiné le morceau de bœuf. Le morceau de bœuf n'y est pour rien. En l'occurrence, le morceau de bœuf, pardon pour les véganes qui nous écoutent, c'est la connaissance. Et la connaissance, on peut la préparer, et il n'y a aucune honte à bien la préparer. Et justement, vous m'avez parlé des notes, et dans votre livre, vous mettez en parallèle la vie notée et la vie réelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire quoi? C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a des actions dans notre vie qui ne sont pas notées. Il y a des situations dans notre vie, l'immense majorité d'ailleurs de nos situations produisent des réactions, certes,
sont des réactions, des actions que nous avons prises de façon plus ou moins responsable, mais ne seront pas notées, ne seront même pas peut-être enregistrées. Comme quoi, par exemple? Mais tout ce qu'on fait, le choix d'un vêtement, le choix d'un Ouais. produit au supermarché, l'immense majorité de notre existence n'est pas notée. Cependant, on est en train de confiner notre compréhension de l'existence à la note. Et c'est valable aussi bien d'ailleurs pour les nations que pour les individus. Les nations sont notées. Il y a les dettes souveraines, AAA, B+, B-. Aujourd'hui, on vit dans une civilisation de la note que le grand philosophe René Guénon, dès le début du 19e siècle, appelait déjà le règne de la quantité. Et ce règne de la quantité, qui n'est pas mal en soi, alors si c'est mal que ce soit un règne, mais la capacité à avoir des mesures quantitatives, elle n'est pas mal en soi. Là où elle devient mauvaise, c'est quand elle se prend pour la reine de l'existence. L'existence est beaucoup plus grande que l'existence notée. C'est un fait. Il est indiscutable que l'existence humaine dépasse l'existence notée. Réduire son existence à l'existence notée, c'est une imposture. Donc finalement, donner des notes à l'école, c'est pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce qui pourrait remplacer ce système de notation et qui serait du coup plus efficace? Alors, la note telle qu'on la connaît, évidemment, c'est une technologie éducative dépassée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer, bien au contraire. Prenez les jeux vidéo, ils vous évaluent tout le temps. Un jeu vidéo, ça passe son temps à vous évaluer, mais ça ne vous dégoûte pas. Vous avez un score dans un jeu vidéo et vous pouvez perdre. Pas que vidéo, d'ailleurs, tous les jeux. On peut perdre. On a un score, il y a des points. Pourtant, si on a échoué, on a envie de revenir sur un jeu. C'est quoi la différence alors? La grande Qu'est-ce qui différence, fait, déjà, qu'on a envie c'est de que revenir? dans un jeu, vous avez un feedback immédiat. C'est-à-dire que la conséquence de votre action vous est immédiatement présentée dans un jeu. Imaginez, à l'école, à l'université, vous avez un examen. Vous avez 20 questions. Question 1, vous mettez la réponse, aucun retour. Question 2, aucun retour. Question 3, aucun retour. Vous faites les 20 questions, vous donnez votre copie, et 3 semaines plus tard, hors contexte, vous avez un retour. Ça, c'est l'école. Un jeu, vous avez 2 retours par seconde. Évidemment que c'est plus efficace, parce que la fréquence de retour est le cœur de l'apprentissage. Et c'est bien pour ça que les pilotes d'avion apprennent sur simulateur, et certainement pas uniquement sur feuille de papier. Et c'est bien pour ça que les chirurgiens apprennent de plus en plus avec des jeux aussi. À Paris 5, par exemple, il y a un laboratoire qui s'appelle l'Illumin, c'est que je salue aujourd'hui, qui enseigne toute la pratique médicale avec des jeux et des simulations. Et on sait que ça marche mieux. Ils ont même créé une application qui s'appelle Staying Alive pour enseigner le massage cardiaque, parce que le facteur clé de succès d'un massage cardiaque, c'est le rythme, et le rythme idéal, c'est le nombre de battements par minute de Staying Alive. Donc les gens, ils jouent sur leur tablette en tapant sur la tablette au rythme de Staying Alive. Et quand on les met, c'est génial, ça retient, ça reste mieux dans leur tête, et ça fait qu'ils seront moins stressés parce qu'ils auront appris dans une situation un peu ludique, quand ils auront une vraie personne entre la vie et la mort devant eux. Donc ça, c'est la différence très forte entre le jeu et, disons, la note telle qu'on la connaît, ce qui n'empêche pas au jeu de noter. En fait, le jeu nous note encore plus, puisque 2 réactions par seconde. Et donc, c'est pas tellement la note qu'il faut enlever, parce qu'il ne faut pas casser le thermomètre, il faut juste inventer les bons thermomètres. Donc pour vous, le bon thermomètre, ça passe par le jeu, oui. L'apprentissage de manière ludique. Tous les mammifères jouent pour apprendre. C'est quelque chose, c'est incroyable que j'ai encore à le rappeler ça. Aujourd'hui, on est en 2017. Tous les mammifères jouent pour apprendre, petit 1. Plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue. Et cette corrélation, alors qui n'est pas forcément un lien de cause à effet, mais il se trouve qu'il a été démontré récemment que c'est un lien de cause à effet, eh bien cette corrélation et ce lien de cause à effet, pour le coup, entre jeu et intelligence, on le retrouve chez le perroquet, chez le corbeau. Les corbeaux jouent, les perroquets jouent, les bébés tigres jouent, les bébés lions jouent, les proies jouent. Aussi bien les proies que les prédateurs, les dauphins jouent. Donc, dans la nature, à chaque fois que la nature doit apprendre, doit sélectionner un comportement d'apprentissage très pointu, par exemple un chimpanzé qui utilisera un bâton pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, ou un aigle qui utilisera une pierre pour casser un œuf trop dur, ou une tortue, que sais-je. À chaque fois qu'un comportement précis, avec des outils précis, doit être appris dans la nature sélectionne le jeu. Or, la nature, c'est un monde hostile. La nature, elle est un poil plus sélective que le concours d'entrée à Polytechnique. Si vous échouez dans la nature, vous êtes mort. Donc la sélectivité de la nature est infiniment supérieure à une maths sup, maths spé. Et dans un monde beaucoup plus supérieur que nos classes préparatoires, le jeu est à l'honneur et le jeu est la méthode suprême d'apprentissage. C'est ce qui fera que les élèves seront plus enthousiastes ? Bien sûr. Parce que ça, c'est une vraie problématique. Briser l'enthousiasme, c'est criminel. Briser l'enthousiasme, c'est criminel. C'est ce que vous dites d'ailleurs. La plupart des élèves entrent à l'école avec peu de savoir-faire et un désir. Mais ils en ressortent comment ? Avec plein de savoir et aucun désir. C'est ce que je rencontre aussi beaucoup, malheureusement. Moi, je l'ai connu aussi. Il y a des moments, j'adore la biologie, il y a des moments où on a failli me dégoûter de la biologie. Et c'est ce que je dis effectivement dans le bouquin. Si vous échangez
votre enthousiasme pour de la connaissance, si vous arrivez avec de l'enthousiasme et peu de connaissances et que vous sortez avec beaucoup de connaissances mais aucun enthousiasme, ben la transaction que vous venez de faire, c'est d'échanger un moteur contre une carrosserie. Et c'est vraiment ça l'erreur, c'est-à-dire que échanger votre enthousiasme pour un diplôme, c'est échanger un moteur pour une carrosserie. Vous étiez quel genre d'élève justement à l'école? Alors j'ai été un peu de tout, j'ai été discipliné. Et puis ensuite, il m'est arrivé en fait un événement assez marquant, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de bons élèves, et moi y compris à ce moment-là, ont en fait simplement une addiction à la note. C'est tout. C'est pas du tout une vertu. C'est très marrant. On nous cherche présente en fait à comme avoir de vertu. bonnes notes. Voilà, c'est une Ouais. addiction. Il y en a qui ont besoin d'un rail de coke, il y en a qui ont besoin d'un morceau de sucre, il y en a qui ont besoin d'un film porno, il y en a qui ont besoin d'une note. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est finalement imposé par le corps pédagogique, ça? Il y en a qui se rebellent. Oui. Vous Et avez ceux qui des se élèves rebellent pas, c'est parce que moyens, vraiment ils aiment ça? vous avez tout, mais chaque être humain a des propensions à l'addiction pour différentes choses. Je pense qu'on a tous des addictions à quelque chose. Moi, en l'occurrence, ça a été un choc parce que je me rendais compte que quelque chose qui était présenté comme vertueux était en fait un vice. Avoir une addiction à la note. Une fois, par exemple, c'est tout bête, mais je connaissais la réponse à une question, mais je savais que le maître attendait une autre réponse qui était fausse, et je savais qu'elle était fausse. Bah, j'ai mis la fausse réponse, parce que je savais que c'était ça qu'il attendait, et que du coup, j'aurais la bonne note. Donc j'ai préféré le sucre à la vérité. Et quand on se rend compte qu'on préfère le sucre à la vérité, bah là, c'est un choc. Mais comment ça se fait? C'est quoi le phénomène qui se produit? Est-ce qu'on nous formate pour Alors, être comme notre ça? cerveau, à la base, est né avec un désir de conformisme. Notre cerveau est né avec le désir de se conformer à l'image que les autres ont de nous. C'est-à-dire que si vous dites à un gamin « t'es nul », il va devenir nul. Parce que notre cerveau, il a des logiciels à la naissance qui l'engagent à rester dans le groupe. Parce que si vous sortez du groupe dans la savane ou à l'air glaciaire, vous êtes mort. Donc nous, on est formaté pour vouloir rester dans le groupe à tout prix. Et si le groupe nous dit de façon tacite, inconsciente, pour rester, tu dois te conformer à l'image que j'ai de toi, c'est-à-dire d'être un naze, eh bien votre cerveau va vous conditionner à être un naze. Et donc si jamais le groupe vous dit pour rester, tu dois être bon, respecter la note, respecter l'autorité, votre cerveau, d'ailleurs on a des preuves aujourd'hui en neurosciences, que la partie du cerveau qui va s'activer quand vous êtes rejeté, Oui, c'est laquelle? c'est justement l'amygdale, qui est deux parties, il y en a des deux côtés du cerveau, qui sont un centre décisif de la peur, et D'accord. même de la douleur physique. C'est-à-dire que quand on se fait rejeter par le groupe, notre cerveau nous envoie des signaux comparables à ceux d'une douleur physique, comme si on avait pris un coup de couteau, quelque chose comme ça. C'est assez négatif quand même, je trouve. Bien C'est sûr, vraiment, bah, c'est fort quand même, hein, mais de ressentir ça à l'école, c'est grave, Quand non? je dis libérer votre cerveau, c'est ça que je dis. C'est-à-dire il faut vous libérer de ces logiciels qui prennent le contrôle, qui vous disent ressemble à ce que les gens te disent. Non, ne ressemble pas à ce que les gens te disent. Sois libre, ressemble à ce que toi, tu as comme image de toi-même. Ressemble à qui tu veux ressembler. Choisis l'image que tu veux, toi, te rendre. Ne laisse personne d'autre le faire à ta place, car autrement, c'est une aliénation. Et ça, évidemment, c'est proprement subversif comme message. On va revenir un petit peu, vous, à votre parcours. Vous êtes aujourd'hui chercheur en neurosciences cognitives. Appliqué, ouais. Absolument. Ça consiste en quoi, en fait, concrètement, votre travail aujourd'hui? Alors moi, je fais du travail industriel, donc ma spécialité, c'est pas du tout de faire des publications dans Science ou dans Nature, encore que ça, c'est un domaine intéressant aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'appliquer les neurosciences à l'interface homme-machine. Et donc, notamment, comment faire que quelqu'un puisse apprendre plus vite sur Internet, brasser plus de liens, voir plus de résultats. Vous savez, quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, vous avez 10 résultats. Comment, nous, on pourrait en voir plus vite et les retenir mieux. Voilà, ça, c'est ma spécialité. C'est là-dessus que j'ai fait ma thèse à Polytechnique. Donc, en gros, comment faire des pipelines de la connaissance? Comment faire circuler la connaissance plus vite? Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu, la connaissance explose, mais nos méthodes de transfert n'explosent pas. Donc aujourd'hui, on a une explosion mondiale des savoirs, tant mieux. Mais par contre, il y a beaucoup de gaspillage, puisqu'il y a des savoirs inutilisés. Parce que pour transférer les savoirs, on n'a pas beaucoup évolué. On a certes des vidéos, on a la réalité virtuelle maintenant qui est de plus en plus utilisée, mais on n'augmente pas les transferts aussi vite que les savoirs augmentent eux-mêmes. Donc il faut trouver de nouveaux moyens de transférer la connaissance. Elon Musk, par exemple, le patron de Tesla, lui, rêverait carrément qu'on ait des électrodes directement dans le cerveau. Je suis totalement contre ça en ce qui me concerne. Pour moi, c'est comme l'intraveineuse. On veut dire, il faut se nourrir par intraveineuse. Non, notre cerveau a des moyens naturels d'absorber les savoirs. Et moi, ce sont ces moyens-là que je privilégie. Ça a l'air tout à fait passionnant, mais du coup, vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Transférer les savoirs. Pour moi, cette notion de gastronomie des savoirs, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il faut être un chef 3 étoiles des savoirs. Il faut savoir cuisiner un bon plat. Il n'y a aucune vertu à cuisiner une connaissance insipide. C'est un vice. Un de mes mentors spirituels, si vous voulez,
Richard Francis Burton, grand explorateur britannique qui parlait 29 langues couramment, disait dans ce monde, chaque vice a porté la couronne de la vertu et chaque vertu a été bannie comme un péché ou comme un crime au cours du temps. Eh bien, il est vrai qu'aujourd'hui, un vice que l'on présente comme une vertu, c'est de servir des plats de connaissances insipides. C'est un scandale. C'est un scandale, je suis d'accord. Vous parlez du principe de l'économie de la connaissance. Qu'est-ce que c'est en fait l'économie de la connaissance? Alors, l'économie de la connaissance, déjà, c'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des amphores d'huile d'olive ou de vin ou de la monnaie. Le feu, c'était de la connaissance, ça passait d'une tribu à l'autre. Donc, l'économie de la connaissance, c'est celle qui s'intéresse aux échanges de savoirs. Et encore une fois, c'est même avant l'économie telle qu'on la connaît, et même avant Homo sapiens sapiens, puisque le feu existait, enfin on savait faire du feu chez les hominidés avant Homo sapiens sapiens. L'économie de la connaissance, elle a toujours été là. Elle nous entoure, il n'existe aucune transaction économique qui peut se produire sans connaissance. Tous les objets qui nous entourent ont de la connaissance dedans. Le micro que j'utilise, le casque que j'ai sur la tête, la radio que vont utiliser les gens, Internet, etc. Tout ça, c'est de la connaissance. Et la connaissance est beaucoup plus précieuse que le pétrole. Beaucoup plus. Il n'y a eu aucun moment dans l'histoire qui l'ait démenti. Vous prenez Bagdad au IXe siècle. Bagdad a été fondée sur la route de la soie en plein désert, non pas parce qu'il y avait du pétrole, tout le monde s'en foutait du pétrole à l'époque, mais parce que c'était un endroit où on pouvait facilement observer le ciel. Et donc pour faire de l'astronomie, c'était parfait. Bagdad a été la capitale mondiale des mathématiques à l'époque. On l'appelait aussi ville de la paix, Madinat as-Salam. Bagdad était la capitale mondiale des mathématiques, c'est de là que vient le mot algèbre, c'est de là que vient le mot algorithme, la latinisation du algorithmi, c'est de là que vient le X dans les équations. C'est bien, on apprend plein de choses en même temps. C'est de là que viennent les mots alcool et alambic aussi bizarre que ça puisse paraître. Et cette capitale mondiale des mathématiques, à l'époque, ne creusait pas le sol, elle creusait le ciel. C'est-à-dire qu'elle vendait ses connaissances mathématiques issues de l'astronomie. Et cette vente l'a rendue beaucoup plus prospère, puissante et influente que Bagdad après le pétrole. Bagdad avant le pétrole était plus riche, puissante et influente que Bagdad après. D'ailleurs, ce Bagdad-là est la graine de la Renaissance en Europe, puisque c'est là-bas qu'on a traduit les Grecs en arabe, puis ensuite de l'arabe vers le français et les langues vernaculaires européennes. Finalement, quand on écoute ce que vous nous dites, la connaissance, c'est la plus grande richesse d'un pays. Bien sûr. Comment on fait pour partager cette connaissance? On sait ce qu'on est en train de faire là maintenant. Il y a tout un tas de médias qui permettent de le faire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait jaillir la connaissance, notamment de la nature. Parce que la nature, c'est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Il n'existe pas de gisement de savoir supérieur à la nature aujourd'hui. Donc, je considérais que mon travail sera terminé, moi, Idrissa Berkane, quand les chefs d'État seront plus heureux de découvrir de la biodiversité que du pétrole. Pour l'instant, certains chefs d'État trouvent ça évident. Par exemple, la présidente de l'île Maurice, professeure Amina Gourib-Fakim, que je salue au passage, eh bien, pour elle, c'est déjà évident que la biodiversité mauricienne est une source de richesse très supérieure. Et je parle bien de PIB, là, je suis terre à terre, je ne dis pas philosophiquement, etc. Non, de façon terre à terre, la biodiversité est une source de prospérité et d'emploi supérieure au pétrole. Il n'y a pas d'autres pays qui le comprennent? Les petits en général. En général, ce sont les petits pays comme la Suisse, comme la Norvège en termes de population. Pas encore que la Norvège a un énorme fonds de pension, comme vous le savez, sur le pétrole. Mais de plus en plus, elle le comprend. L'Islande, clairement. Singapour, etc. Parce que l'autre mensonge de la révolution industrielle, j'ai commencé l'émission en parlant du mensonge qui était produire ou s'épanouir, il faut choisir. L'autre mensonge de la révolution industrielle, c'est nature ou emploi, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et que cette opposition soit un état de fait nous a amené, nous les humains, à croire qu'elle était fatale, qu'il était physiquement impossible d'avoir nature et emploi en même temps. Et ça, c'est faux. Ça, c'est une erreur. On peut réconcilier nature et emploi. Vous voyagez beaucoup, du coup. Justement, pendant vos voyages, est-ce que du coup vous avez découvert des modèles d'éducation dont on pourrait nous s'inspirer ici Absolument, en France? Ouais. Absolument. Déjà, vous avez la fameuse technique de Singapour pour enseigner les maths. La méthode de Singapour. J'en entends beaucoup parler en ce moment sur Internet, effectivement. Et oui, parce qu'elle est toute simple. Notre cerveau, il aime le concret. Alors, notre cerveau, il a quand même évolué. Enfin, je veux dire, les neurones, au-delà même de notre cerveau, partons des méduses. Tiens, les méduses ont des neurones, notamment pour se mouvoir. Et l'origine du neurone, c'est le mouvement. C'est pas la pensée, c'est le mouvement. C'est pas le langage, c'est le mouvement. Et notre cerveau, il a évolué d'abord pour voir le monde concret, tangible. Parce que le monde concret, c'est le monde qu'on peut manger, ou qui peut nous manger. Donc dans la savane, c'est vachement important d'y prêter plus attention à lui. Le monde abstrait demande des efforts. Notre cerveau a une capacité d'abstraction, mais elle demande un effort. Alors il y a une règle générale, ce qui demande un effort est impopulaire, ce qui demande aucun effort est populaire. Et ça, c'est valable en politique. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais notre cerveau prête bien davantage attention au concret,
C'est pour ça que l'art abstrait est beaucoup plus ennuyeux à regarder que l'art figuratif. Bon, je ne vais pas dire ennuyeux, je vais dire fastidieux, parce que l'art abstrait demande un effort. L'art figuratif, ça saute aux yeux, on voit tout de suite. Eh bien, la méthode de Singapour rend concrètes les maths pour les enfants et les rend tangibles. Et tangible en neurosciences, c'est un mot qui est lourd de sens. Et du coup, ils apprennent beaucoup mieux. Et derrière ça, il y a l'idée de l'ergonomie, c'est-à-dire que l'ergonomie n'est pas un vice. Moi, j'ai eu des profs dans une des écoles que j'ai fréquentées, évidemment, je ne vais pas dire laquelle, parce qu'elle continue à dire ça, qui m'ont dit « je ne fais pas d'effort pour vous parce que faire de la pédagogie, ce serait vous insulter. On vous a sélectionné, nous sommes une grande école française, faire de la pédagogie, ça serait vous insulter. » Voilà. On pense comme ça en France. Ouais. Il y a des gens qui pensent c'est Sparte. Voilà, Sparte versus Athènes. Nous, on est dans le mode spartiate. À la Napoléon, il faut souffrir. Et la méritocratie, c'est une souffrancocratie. Donc, d'ailleurs, c'est l'étymologie du mot travail, la souffrance. Tout à fait, travail, qui vient donc un instrument de torture, tripalium. Et en italien, c'est lavoro, qui est les douleurs de l'accouchement. Trabajo en espagnol, toujours pareil, tripalium, cet instrument de torture. Donc oui, dans le monde latin, on a vraiment l'idée que si on ne souffre pas, on ne travaille pas. Cette idée est profondément ancrée dans l'inconscient collectif. Est-ce qu'il y a d'autres concepts, d'autres méthodes dont on pourrait encore s'inspirer ? Alors, moi, j'aime bien voir la méthode effectivement en bout de chaîne, par exemple en classe. Ça, j'en parlerai jamais aussi bien que Céline Alvarez. Je vous recommande de voir le travail de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Excellent ouvrage que je considère très objectivement comme supérieur au mien, parce que concrètement, elle a Gennevilliers, elle a réussi à apprendre à lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste, donc des divisions entières, à ses enfants de 4 à 5 ans. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, si vous voulez voir une bonne méthode d'éducation en bout de chaîne, il faut regarder ça. Moi, par contre, je m'intéresse aux structures. Je suis un structuraliste, je critique jamais les gens, je critique les systèmes. Et quand on prend du recul sur les structures, ce que l'on observe, c'est que le système pédagogique suisse, ou islandais, ou finlandais, ou suédois, ou de Singapour, ces systèmes-là sont très peu bureaucratisés. Très, très peu. La bureaucratie est quasiment inexistante. Et parfois même, il n'y a pas de ministère. Vous prenez le cas suisse, il n'y a même pas de ministère de l'Éducation nationale en Suisse. Mais surtout, on fait confiance à l'intervenant en bout de chaîne. C'est-à-dire que le professeur, on considère que c'est lui qui est le plus responsable de l'éducation. Alors que dans le modèle français, le professeur est le moins responsable de l'éducation. Ce sont ceux qui font les programmes, c'est le ministère, c'est le haut de la pyramide qui est responsable de l'éducation en France. Le professeur est le moins, il applique. Il n'a pas le droit d'improviser et il n'a certainement pas le droit de faire du mentorat, d'être un mentor. Pourtant, on sait depuis l'Antiquité, depuis Socrate, Platon, Aristote, depuis les Bottéguet de la Renaissance, avec Léonard de Vinci, Victorien de Feltre, on sait que le mentorat est de très loin le meilleur modèle d'apprentissage. Et c'est ce que pratiquent les meilleurs systèmes pédagogiques. Mais chez nous, il est interdit tacitement, puisque le mentorat, c'est mettre un intermédiaire entre l'État et l'élève. Et notre système éducatif l'interdit rigoureusement. Alors pourquoi ? Pardon, oui, je vous laisse finir. La question, c'est d'où vient notre système éducatif ? Pourquoi les Suisses, les Singapouriens, les Finlandais et les Suédois ou les Islandais n'ont pas bureaucratisé leur éducation ? Parce qu'eux n'ont jamais eu peur de la sécession. Il ne faut pas oublier que notre système éducatif a une origine politique très forte que l'on ne peut pas ignorer. Si on est matérialiste, si on observe juste la dimension matérielle de notre système éducatif, on est obligé d'observer qu'il est né non seulement dans la colonisation, Ferry était un colonisateur convaincu, grand défenseur de la mission civilisatrice de la France, mais aussi dans une période de centralisation des pouvoirs en France. Et notre système éducatif avait donc comme impératif politique absolu que l'on dise nos ancêtres les Gaulois, de Cayette à Pointe-à-Pitre en passant par Dakar et Biennois. Jamais les Suisses n'ont eu ce problème-là. Les Suisses font confiance à leur périphérie. Alors qu'un système éducatif, dans le cas français, eh bien, au départ, est là pour centraliser le pouvoir et asseoir l'autorité centrale. Donc il ne faut surtout pas qu'on enseigne en breton, par exemple, ce qui était un des grands enjeux du temps de Jules Ferry, non plus bien sûr en wolof. Et il faut que tout le monde dise et apprenne la même chose à la même vitesse. Et il faut surtout que le prof n'ait aucune initiative en bout de chaîne. Alors même si le professeur justement n'a pas beaucoup de pouvoir, il est quand même important à l'école. Bien sûr, il devrait en avoir beaucoup plus. Mais c'est quoi un bon prof finalement ? En fait, d'abord, c'est un prof qui prend son pied, c'est tout bête. Ouais. Mais un professeur qui aime ça. Le problème, c'est qu'en matière bureaucratique, on ne peut pas le mesurer, ça, le noter. Donc pour l'avancement d'un prof, si vous êtes une bureaucratie stricte, vous ne pouvez pas produire de l'avancement sur un enseignant sur son épanouissement. Vous n'allez pas pouvoir le noter, ça. Par contre, vous pouvez produire une note administrative sur sa conformité. Du coup, c'est ça qui va déterminer la carrière, la conformité et pas l'enthousiasme. Et c'est ce qu'il faudrait changer un petit peu, c'est ça ? Un prof épanoui. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est en gros, je me fais chier à donner le cours, tu te fais chier à écouter le cours, tout va bien. C'est le tango de la souffrance.
Je souffre pour donner le cours, tu vas souffrir pour prendre le cours, c'est normal, faut souffrir, c'est comme ça. Et du coup, ça crée des générations endoctrinées de façon, c'est pas volontaire, ça se produit, mais c'est pas volontaire. Je veux dire, il y a personne qui dirait oui, je fais ça exprès, de façon, Oui, non, bien évidemment. Mais c'est le résultat final, c'est-à-dire que le résultat final est qu'on a des générations qui sont endoctrinées inconsciemment à l'idée que si on souffre pas, on n'est pas productif. Et vous, est-ce que vous avez le souvenir d'un professeur qui a marqué, Bien qui sûr, vous a marqué dans votre scolarité? j'en ai même plusieurs. Et ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, c'était des profs que j'allais voir après les cours. Et parce que le mentorat à l'école n'a le droit de se produire qu'en dehors Oui, c'est vrai, en des dehors heures de des bureau, cours. quoi. Mm. Et c'est ça l'échec, c'est que en fait, les Léonard, les Victorien de Feltre, les Tintoret, les Raphaël, le mentorat se produisait au cœur du modèle éducatif pour eux, dans l'atelier de la Renaissance. Le mentorat, et même dans les ateliers de la construction des cathédrales, par exemple, le mentorat se produisait au cœur de la relation éducative. Pour nous, le mentorat se produit en périphérie, et c'est là que l'erreur se trouve. Alors, on voit que vous faites beaucoup de choses. Mais quand vous ne faites pas de recherche, que vous n'êtes pas dans le travail, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous passionne à côté? Alors, mon métier me passionne, hein. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait 3 doctorats, c'est parce que j'ai pris des trucs de mon temps libre et j'en ai fait des diplômes. J'étais passionné de géopolitique, j'en ai fait un diplôme, mais j'ai la chance effectivement de faire ce que j'aime, transmettre, cuisiner les savoirs, créer de nouveaux savoirs aussi, et ça c'est la dimension recherche, appliquée. Moi ce qui m'intéresse en ce moment dans ma vie, c'est surtout la recherche appliquée, industrielle. Cela dit, j'aime bien les jeux vidéo, beaucoup, je suis un gamer convaincu. Oui, c'est ce que j'avais dit dans la présentation, j'ai vu que vous aimiez beaucoup les jeux vidéo. Et oui, parce que j'ai grandi avec déjà, qui sont une forme d'art, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire. Il y en a des bons et des mauvais, et de même que dans le cinéma, il y a des navets et des chefs-d'œuvre, dans le jeu vidéo, il y a des navets et des chefs-d'œuvre aussi. Cependant, le jeu vidéo aujourd'hui est un aspect incontournable de la vie professionnelle de tout le monde, hein. Vous avez Google aujourd'hui qui offre des salaires de footballeurs pour recruter des joueurs professionnels. Qui font des compétitions dans des jeux comme StarCraft 2 ou Dota 2, et ces compétitions peuvent leur faire gagner jusqu'à 6 millions de dollars, ce qui est complètement dingue et inimaginable. Mais vous, justement, qui êtes passionné de jeux vidéo et qui avez des connaissances là-dedans, est-ce que vous avez un nom de jeu vidéo à partager avec nous? Un bon jeu vidéo. Mais ça dépend pour qui, quel âge, etc. Pour les adultes, je recommande vivement The Witcher 3, mais là j'enfonce une porte ouverte, il a été nommé meilleur jeu de l'année 2016, c'est un chef-d'œuvre absolu. D'un point de vue artistique, histoire de l'art, c'est un jeu qui est inspiré de la structure de la Qassida, s'il y en a que ça intéresse, la Qassida, poème pré-islamique qui a été très utilisé ensuite au Maghreb. Et la structure narrative de ce jeu est basée sur la Qassida, c'est extraordinaire d'observer ça. Au-delà de ça, les musiques, les graphismes et l'histoire sont remarquables, ainsi que le gameplay. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se servir du jeu pour enseigner, par exemple les maths. Ce qui est beau dans un jeu vidéo, c'est que la totalité du jeu est mathématique, a été codée dans un ordinateur. La courbe d'un visage, la couleur d'un œil, la structure d'une intelligence artificielle, tout ça a été codé. Donc ça permet d'expliquer, demander à un enfant qui a joué à un jeu vidéo comment les règles du jeu vidéo fonctionnent et de les mettre par écrit. C'est peut-être la meilleure introduction à l'algorithmique. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous aimez les jeux vidéo. Alors, c'est quoi la journée type d'Idriss Aberkane? Il n'y en a pas. Ça dépend d'où je me trouve. En ce moment, par exemple. Là, vous êtes à Paris, c'est ça? Ouais, là, je suis à Paris, alors sur une péniche précisément. Donc, sympa. Ouais, j'aime beaucoup c'est être proche de l'eau. Donc, une journée type pour moi en général, c'est tout petit peu de sport quand même, pour pas être. Parce que je suis quand même relativement sédentaire, pas dans plutôt le matin. Voyages, ouais, plutôt le matin. Mais ensuite, j'aime bien me nourrir de connaissances, donc c'est des vidéos YouTube. Donc pas de petit déjeuner. En même temps, j'aime bien faire les deux. Voilà, donc tac, devant le café, une petite vidéo. Et puis ensuite des trucs à lire, des articles, souvent du TechCrunch, de l'Engadget, des choses comme ça. Et ça serait quoi, du coup, votre journée idéale? Une journée qui recommencerait pas à l'identique tous les jours. Alors, c'est une journée idéale, c'est justement une journée qui, encore une fois, comme disait Richard Francis Burton, hein, que j'adore citer, comme les étoiles, ne t'arrête jamais, mais ne te presse jamais. Voilà. Comme les étoiles dans le ciel, ne t'arrête jamais, mais ne te presse jamais. Alors, en faisant mes petites recherches sur Internet, je suis tombée sur différents articles, différentes vidéos. J'ai cru comprendre que vous aviez une relation assez particulière avec une ville, San Francisco. Ah oui, Comment vous savez ça? Je l'ai dit dans une vidéo, ça? Ah bah oui, bien sûr, j'ai fait mes petites recherches. Je me rappelais plus l'avoir dit dans une vidéo, ça. Mais je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui vous attache tant en fait à cette ville? Vous devez le savoir, alors du coup. Vous connaissez l'histoire? Ah bah non, je sais pas du tout. Je voudrais que vous me racontiez justement. Dis la nana avec 23 fiches devant elle. Je sais pas, il y a une histoire de bague, il y a une histoire de bague, ouais. Il y a Donc plein en fait, de trucs. j'ai 2 bagues à la main droite. Il y en a une qui est sur mon index, qui est mon anneau sigillaire, qui est mon sceau, quoi, mon blason avec ma devise personnelle.
C'est quoi votre devise Ma personnelle? devise personnelle, c'est mais pas leurs rêves. Parce qu'un jour, un maître soufi au Sénégal m'a dit on peut tuer les rêveurs, mais pas leurs rêves. Donc j'en ai fait ma devise. Et l'autre anneau est un anneau, une bague de mariage en fait, pour San Francisco. J'ai épousé San Francisco. Voilà. C'est Alors, assez. Parce qu'à l'époque, j'étudiais le cas d'une pathologie neuronale où des gens peuvent tomber amoureux d'un objet. Il y a une femme américaine qui s'appelle Erika Eiffel qui est tombée amoureuse de la Tour Eiffel. Alors, c'est à la suite d'un trauma. Et elle a épousé la Tour Eiffel. Donc Mais elle s'appelle vraiment Erika Elle a fait Eiffel? changer son nom à Eiffel. Ah, d'accord. Elle a Ok. épousé la Tour Eiffel et changé son nom à Eiffel. J'ai trouvé ça tellement mignon, même si ça ne devrait pas, puisque en l'occurrence c'est pathologique, que je me suis dit que j'allais épouser San Francisco. Voilà. Donc vous avez Et- aussi la même pathologie? Voilà, donc, sauf que moi c'est délibéré, c'était volontaire. Et donc j'ai acheté cette bague à une vendeuse chinoise de Chinatown et puis je me la suis passée au doigt sur le pied numéro 7 dans une vraie cérémonie et tout. J'épouse San Francisco. Alors pourquoi San Francisco? Parce que c'est le Bagdad d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le siège d'Apple est à Cupertino, donc à 60 km, enfin même pas 40 km au sud de San Francisco. Et le siège d'Apple ressemble énormément à Bagdad au 9e siècle. C'est une ville ronde qui fait peut-être même la même taille d'ailleurs que la ville ronde originale. Ah oui, j'avais vu Et- des schémas que vous aviez partagés. Effectivement, Ouais, c'est je montre incroyable, le c'est vraiment siège frappant. d'Apple, et ça a été une influence sur Norman Foster Mm. quand il a choisi. Donc aujourd'hui, la capitale mondiale de la connaissance est là-bas. Et San Francisco est une ville antifragile dans le sens de Nassim Nicolas Taleb, le grand statisticien probabiliste, parce que antifragile, ça veut dire en gros, vous prenez un verre. Imaginez, vous prenez un verre, vous le lâchez, il tombe, il se casse, il est fragile. S'il se casse pas, il est résistant. Mais si une fois qu'il est tombé, non seulement il se casse pas, mais en plus parce qu'il est tombé, vous pouvez le lâcher d'encore plus haut la prochaine fois, il est antifragile. C'est-à-dire que les chocs le rendent plus fort. Et les humains sont antifragiles. Et c'est une vertu humaine à travers toute l'histoire d'être antifragile, de se nourrir en permanence des chocs. C'est ce que disait Churchill et c'est ce qu'ont dit tous les grands leaders à travers l'histoire. Et San Francisco a cette marque de l'antifragilité parce que c'est le tremblement de terre de 1906 qui l'a rendue plus forte. Si la ville n'avait pas été rasée par ce tremblement de terre, eh bien jamais la Silicon Valley ne serait née là-bas. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est la mentalité qu'on connaît Ouais. Tout à est la possible. Silicon Valley, dans Mhm. les startups qui se créent, etc. Tout à Est-ce fait. qu'il y a un lieu en particulier que vous aimez à San Francisco? Alors je l'ai donné, c'est le Pier 7, donc c'est un ponton. Un bête ponton en bois, avec d'un côté la vue sur la tour de la Transaméricaine, qui est la pyramide de San Francisco, puis de l'autre vue sur la baie. Et Ah, ça doit être beau, oui. c'est un de mes lieux préférés. Ouais, D'accord, pour vous ressourcer. ouais, absolument. Est-ce que vous aviez un rêve quand vous étiez petit? Ouais, j'en avais plein. Et je suis en train de le réaliser, voyager déjà. Bon, écrire, ça c'était. J'ai toujours voulu écrire et je continue. Voyager Puis, d'abord? Les deux, les Les choses deux en même temps. Ouais. Un domaine qui me fascine, par exemple, ce sont les aérostats, les aéronefs type Zeppelin, etc. C'est en train de revenir à la mode. Il y a Lockheed Martin qui travaille là-dessus pour faire du fret aérien à bas coût. Ça, c'est un de mes rêves, voir ça de mon vivant. Et pouvoir même voyager en Zeppelin. Je sais que l'ONERA, par exemple, que je salue au passage aussi, avait un projet qui s'appelait Man Cloud pour faire du tourisme, en fait, de l'écotourisme sans aucune empreinte. Donc, passer lentement au-dessus d'une forêt amazonienne sans laisser la moindre trace et profiter de la beauté du lieu. Et un projet français a fait ça, d'ailleurs, c'était le radeau des cimes. Tout ça, ça fait partie de mon champ onirique, quoi, de ce genre de choses. Ça, c'est dans la bucket list d'Idriss Aberkane. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'ai travaillé pour Sea Orbiter, d'ailleurs, le projet de station océanique internationale. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué, qui a marqué votre parcours? Plein, il y a eu Gunther Pauli, qui est peut-être mon plus grand mentor pour les conférences. Gunther Pauli, donc, c'est un des grands noms de l'économie circulaire, avec Hélène MacArthur, Janine Benyus, etc., tous les grands noms, du Cradle to Cradle aussi. D'accord. Et Gunther Pauli, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que lui porte l'économie circulaire à un niveau de rentabilité indiscutable. C'est-à-dire qu'il démontre clairement qu'abolir le déchet, comme on a aboli l'esclavage, c'est-à-dire un monde où les déchets, comme les esclaves aujourd'hui, appartiendront au musée. Le zéro déchet. Le zéro déchet. Ouais. C'est bien, Et il on va en démontre parler que bientôt mais il là, dans démontre le que Manal c'est Show. rentable. C'est ça le truc, c'est que encore une fois, les gens se disent non, tout ce qui est bon pour nous est bon pour la planète est forcément plus cher, et tout ce qui est mauvais pour nous est mauvais pour la planète est forcément moins cher. Et le Gunther arrive en disant c'est faux, on peut abolir le déchet. Pourquoi? Parce que déchet plus connaissance égale richesse. Si on marie le bon déchet avec le bon savoir, eh bien on obtient non pas un passif, c'est-à-dire un truc qui coûte de l'argent, mais un actif, un truc qui en rapporte. Ça, c'est une adéquation que vous aimez bien. Absolument, ouais, parce que c'est la façon de traiter nos déchets. Dans le passé, on enterrait les déchets dans la terre ou dans la mer. Aujourd'hui, il faut les enterrer dans la connaissance. Dans le passé, on les enterrait dans la terre ou dans la mer parce qu'ils étaient infinis pour nous,
Pour nous, grossièrement, la Terre et les océans étaient infinis, donc on pouvait jeter ce qu'on veut. Avec la globalisation, la Terre et la mer ne sont plus infinies. Tant mieux. Mais du coup, il faut, si on veut noyer nos déchets, il faut les noyer dans la connaissance. Tout revient toujours à la connaissance Bien finalement. sûr, mais la connaissance, c'est la base de notre existence et de notre condition terrestre. Vous avez fait beaucoup de choses, même si vous restez encore jeune, mais quels sont du coup les enseignements que vous en avez tirés? C'est des enseignements qui, comme toujours, avaient déjà été écrits avant. C'est juste que quand on l'a vécu, dans sa chair, c'est encore mieux. Il y a un enseignement qui est qu'un mal peut devenir un bien peut devenir un mal. Ça a été une constante dans ma carrière. Je voulais faire une prépa quand je suis sorti du lycée, puis je m'y suis pris trop tard, et puis du coup, j'ai pas pu la faire. Et heureusement, mon Dieu, que je l'ai pas faite, parce que j'étais beaucoup trop indiscipliné pour en faire une. Ça m'a Donc pas finalement, empêché de c'était faire une bonne Normal chose. Sup, Rudule. Normal Sup, j'étais très content. Ouais, ça va, Normal Sup. Hein, J'étais ça très va. content de faire Normal Sup. Ouais. Et en fait, avec le recul, ça a été une erreur. Bien sûr, D'accord. si j'avais pu faire Cambridge directement, ce qui d'ailleurs est moins D'accord. difficile d'un point de vue de la sélectivité, Cambridge est moins sélective et meilleure. Ça fait partie de vos regrets, ça? Oui, j'aurais D'accord. largement préféré faire une fac anglo-saxonne directement, et je le recommande d'ailleurs à tous les enfants, notamment issus de l'immigration, de si possible éviter le système des grandes écoles françaises, véritablement. D'accord, c'est un bon conseil, ça. Mais bien sûr, mais je vais être très honnête, et vous savez que ça m'a déjà valu suffisamment d'attaques, mais le système des grandes écoles françaises, personne ne l'a copié dans le monde. Point. C'est un fait. Quand personne ne copie votre système, il y a deux attitudes. Ou bien vous vous dites « Ah, on a merdé, on a mal fait ». Ça, c'est l'attitude du sage ou de l'humble. Ou bien vous vous dites « Mais non, malheureux, c'est l'exception culturelle française. En gros, t'as rien compris, on est meilleur que toi. » Bon, je vous laisse décider de quelle interprétation nous avons choisi de nous doter. Mais j'ai recommandé à beaucoup d'élèves et de lycéens de partir plutôt, par exemple, à l'EPFL en Suisse, à l'ETH à Zurich. Juste après le bac. Juste après le bac, oui, bien sûr, qui sont de bien meilleures écoles et dont le système pédagogique est bien plus performant et adapté au XXIe siècle. Et comment vous voyez votre carrière dans les 30 prochaines années? 30, bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais... Il faut compter sur 30, enfin j'espère en tout cas, mais je considérais que mon travail a été fait quand tous les chefs d'État sur Terre préféreront trouver de la biodiversité que du pétrole. Quand ça sera une évidence, et les vrais difficiles, les vrais qui seront les plus rétifs à ça, ce seront les grands pays en termes de surface, comme les BRICA, Brésil, Russie, Inde, Chine, Canada, Australie, qui sont les plus grands pays du monde après les États-Unis, avec les États-Unis qu'on exclut parce que les États-Unis ont déjà tout ratiboisé chez eux. On le voit avec le gaz de schiste en ce moment, il continue. Mais c'est un gros challenge, vous pensez que ce sera vraiment possible? Il suffit de démontrer. En fait, il faut vraiment ne pas en faire un choix moral. Il faut en faire un choix purement terre à terre, en disant regardez les chiffres, c'est plus rentable. Ouais, c'est Votre forêt amazonienne, là, elle vaut plus vivante que morte, c'est tout. Et donc, si votre Clint Eastwood vaut plus vif que mort, ils vont le ramener vif plutôt que mort. La forêt amazonienne, il faut la ramener vive plutôt que morte, elle vaut plus. Ça me fait penser à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, par exemple à Rio de Janeiro. Oui, tout à fait. Moi, j'y étais. Et j'ai vu en fait les catastrophes. Oui. Ça m'a vraiment beaucoup peiné parce que c'est une ville magnifique. Et encore, là, c'est la côte qui a déjà été complètement esquintée, mais le Brésil a les mêmes enjeux que les États-Unis d'Amérique au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a la conquête de l'Ouest. Le Brésil est un pays dont le développement est quasi totalement côtier. Juscelino Kubitschek, le président brésilien dans les années 60, avait choisi de relocaliser sur Brasilia, où il a forcé ses ministres. Il leur a dit soit vous allez à Brasilia, soit je vous vire. Ça a un peu redistribué l'activité vers le centre, mais aujourd'hui, il y a une conquête de l'Ouest avec les mêmes problématiques que la conquête de l'Ouest au 19e pour les États-Unis, c'est-à-dire la relation aux Indiens, la relation à la nature. Et il faut à tout prix éviter que tous les BRICA, d'ailleurs, pas que le Brésil, le Canada, l'Australie aussi, la Russie et la Chine aussi, il faut à tout prix éviter que ces pays reproduisent les mêmes erreurs que les États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Alors, vous avez partagé avec nous le conseil justement que vous donneriez à des étudiants qui sortent du bac. Imaginons que vous trouvez devant un groupe d'étudiants d'Harvard. Ouais. Quel conseil vous aimeriez leur donner? Moi, de toujours se laisser guider par ce qu'ils aiment. Encore une fois, c'est du remix parce que Steve Jobs l'avait dit avant moi, et puis Léonard de Vinci l'avait dit avant Steve Jobs. Oui, mais ça veut dire que c'est vrai, que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que, selon les Japonais, on doit trouver notre ikigai. Ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. Et ikigai, c'est l'intersection de fais ce que tu aimes, fais ce que tu sais faire, fais ce pourquoi tu peux être payé parce qu'il n'y a aucune honte à ça, et fais ce dont le monde a besoin. Voilà. Et si vous faites ces quatre à la fois, eh bien vous avez trouvé ikigai. Et ça, c'est comme on le dit souvent en Asie, je crois que ça vient de Lao Tse, c'est le chemin qui compte plus que la destination. Et donc c'est trouver l'ikigai
qui est l'œuvre initiatique pour un être humain. Naître avec, c'est limite une malédiction. Ce qui est idéal, c'est de passer sa vie à le chercher, puis de le trouver vers la soixantaine ou que sais-je. D'ailleurs, il y a des grands maîtres japonais qui en fait, c'est pas l'âge qui compte finalement. Bien sûr, Oui, bien sûr. On a voit des tas d'exemples. énormément d'exemples, et tout à fait, de personnes qui sont en reconversion à 30, 40, 50, Tout à fait, 60 parce qu'en ans. fait, il faut quand même voir la vérité en face. Un être humain est en reconversion permanente. C'est la nature de l'homme que d'être en permanence en train de se redéfinir. Et les plus grands hommes l'ont tout le temps illustré. Je prends le cas de Lincoln, que j'ai déjà cité, qui est une figure qui me fascine. Abraham Lincoln a exercé un peu tous les métiers et n'était pas du tout issu d'une voie, d'un tapis roulant. Vous savez, imaginez, vous avez déjà pris ces tapis roulants à l'aéroport qui vous permettent d'aller d'une porte à l'autre. Oui. Mais vous resteriez pas sur le tapis roulant toute votre vie. Non, surtout pas. Ah ben voilà. Surtout que mon objectif, c'est de partir. Ben voilà. Je prends de l'avion. C'est moi. ça, exactement. Alors maintenant, vous vous trouvez devant un groupe d'étudiants dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous leur direz la même Mais chose? bien sûr. Ikigai. Je leur dirais de ne jamais, jamais laisser quiconque leur dire ce qu'ils valent. Là, parce que là, Seine-Saint-Denis, évidemment, ça me touche davantage. Moi, j'ai grandi dans le 9-4. Combien de fois on a essayé de me rabaisser? C'est permanent. C'est-à-dire, j'ai 3 doctorats, on continue d'essayer de me rabaisser. Encore, ouais. Donc, et ça m'a bien prouvé qu'en fait, dans une société industrielle où l'homme est une matière première, quand vous négociez un tapis, évidemment, pour avoir un bon prix sur le tapis, vous allez dire « Ah oui, il est un peu cassé ton tapis, là, puis il y a un bout de fil qui dépasse. » Et puis bon, hein. Si vous voulez négocier de la chair humaine, c'est pareil. Il faut pouvoir dire « Ah non, mais c'est par exemple un polytechnicien. Ah, t'as fait Polytechnique, mais est-ce que t'as fait les ponts ? Ah ouais, j'ai pas fait En fait, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Un polytechnicien qui a fait les ponts. Oui, mais est-ce que tu as fait l'ENA? Bon, un type qui a fait l'ENA. Ah oui, mais est-ce que tu es allé aux États-Unis du coup? Bon, il y a un type qui a été aux États-Unis C'est sans pas faire franco-français, ça, franchement. Non, alors c'est vrai, si. À ce niveau-là de débilité, C'est pas moi qui le dis. Ah non, je pèse mes mots, mais j'assume totalement le terme. À ce niveau de débilité, oui, c'est franco-français. Cela dit, c'est une tendance générale puisque c'est une règle économique. Si vous voulez négocier 1 kilo de bœuf à bas prix, il faut dire que c'est 1 kilo de bœuf qui sent mauvais. Si vous voulez négocier 1 kilo de jeûne à bas prix, il faut dire au kilo de jeûne qui sent mauvais. La première chose que je dis aux jeunes de Seine-Saint-Denis, dont je sais très bien qu'on va leur dire plus ou moins qu'ils sentent mauvais pendant 10-15 ans de leur existence, voire plus, eh bien, c'est de ne jamais laisser quelqu'un vous dire ce que vous valez. Un excellent conseil. Merci. Vraiment, ça laisse à réfléchir. Non, parce que c'est hyper important. Moi, dans mon parcours, justement, à travers mon métier, je rencontre énormément de jeunes qui sont dans des situations assez critiques, qui n'ont plus de motivation, qui ne sont plus enthousiastes. C'est vraiment très dur, en fait, de faire face à ça, parce que normalement, quand on est jeune, on a envie de croquer la vie à pleines dents, on doit avoir le sourire. Moi, dernièrement, j'ai vu des jeunes qui avaient les larmes aux yeux. Donc, je leur dirais Ikigai. Mais oui, parce que l'image de soi, c'est avoir une bonne image de soi, c'est essentiel. C'est essentiel. On ne sait pas à quel point, on ne mesure pas à quel point avoir une image négative de soi peut nous détruire et détruire la société avec nous. Hein. Donc il faut cultiver une image positive de soi. Il y a beaucoup de choses à faire du coup à l'école aussi, mais comment vous la voyez, vous, l'école, dans 10 ans? Dans la direction de ce que prend Singapour, la Finlande, la Suisse. Ouais. L'école idéale, c'est le mentorat. On peut comparer 2 modèles. Parce que, encore une fois, tout n'est pas acheté dans notre école, loin de là. En fait, il y a 2 modèles extrêmes d'éducation. Il y a le mentorat. Alors le mentorat, idéalement avec Léonard de Vinci, par exemple. François Ier, son mentor, c'était Léonard de Vinci. Là, on est dans la relation éducative parfaite. Parce que Léonard de Vinci sait exactement comment capter l'attention du roi. Et le roi en face, le problème pour Léonard, qui n'est pas un problème parce que c'est Léonard et qu'il est créatif, c'est que c'est le roi. C'est-à-dire on ne peut pas lui dire « t'es un mauvais élève », c'est le roi, il a raison, par définition. Et le roi, il n'a pas d'attention, hein, parce qu'il y a la chasse, il y a les galanteries de palais, il y a la guerre. Donc le roi, il n'a pas que ça à faire. Et donc si jamais ton cours il est chiant, il va te le dire tout de suite et tu vas dégager. Mais c'est Léonard en face, un autodidacte qui sait exactement comment servir un plat de connaissances. C'est le chef 3 étoiles de la connaissance. Du coup, Léonard va faire en sorte que François Ier soit accro à la connaissance, au point que François Ier, avec Guillaume Budet plus tard, créera le Collège de France. Donc, ça, c'est la relation pédagogique idéale. Ergonomie maximale, ça, c'est la qualité. Le défaut, c'est démocratie zéro. Il n'y a que le roi qui peut se payer Léonard de Vinci. C'est pas pour tout le monde. Donc, la relation pédagogique idéale, c'est le mentorat à la Léonard, ergonomie maximale, démocratie zéro. Notre modèle à nous, c'est démocratie maximale. On peut servir 1 million de couverts par jour, toujours dans la métaphore du restaurant. Ouais. L'école sert 1 million de repas par jour.
Pour servir 1 million de repas par jour, il faut un Big Mac, avec la même sauce partout, le même steak partout, le même pain partout, les mêmes frites partout. Donc c'est pas quali. Et donc exactement, c'est pas quali, c'est du fast-food. Notre système éducatif, il est fait pour servir des millions de couverts par jour, de repas de connaissances, parce que c'est la révolution industrielle, il faut qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée qui puisse faire tourner la machine économique, d'autant que si on ne le fait pas, on va mourir. Les pays qui se sont industrialisés vite ont souvent un système éducatif ultra violent, comme les Japonais, comme les Chinois, ouais, comme les Coréens et comme les Français, avec l'exception notable de l'Allemagne qui s'est industrialisée vite et qui a un système éducatif top. Différent, très différent. Oui. Mais remarque de la Suisse aussi d'ailleurs, remarquez. Mais c'est donc l'idée que on sert 1 million de couverts par jour. N'importe quelle cafétéria qui sert 1 million de couverts par jour aujourd'hui ne fait pas du quali. Eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir les deux. Peut-être qu'on pourrait avoir l'ergonomie de la Renaissance et la démocratie de la révolution industrielle. Et ça serait le système éducatif idéal. Dans votre discours, c'est vrai que j'ai remarqué, vous parlez beaucoup de mentoring. Ouais. Trouver un mentor, ouais, c'est quelque chose que moi aussi j'ai découvert à partir du moment où j'ai créé ma propre boîte, en fait. Je suis devenue entrepreneur. C'est vraiment quelque chose de très important pour les entrepreneurs. Parce que c'est comme ça que les hominidés apprennent, que l'humain apprend. C'est naturel. Il y a des lois naturelles de l'apprentissage. Ça, c'est une loi naturelle de l'apprentissage. Et d'ailleurs, les maîtres de la Renaissance disaient qu'il fallait passer 1/3 de notre temps avec nous-mêmes, 1/3 de notre temps avec un élève, quelqu'un à qui on peut apprendre, et 1/3 de notre temps avec quelqu'un qui peut nous apprendre. Et ce, à toutes les étapes de la vie. C'est le concept du maître Jedi, quoi. Vous avez Obi-Wan Kenobi, il a un maître, c'est Qui-Gon Jinn, qui avait un maître qui était maître Yoda, et lui-même, il a un padawan qui sera Dark Vador, etc. Encore une fois, c'est partager la connaissance. Hein. Exactement. C'est exactement ça. On en revient toujours à ça, la connaissance. Et moi, c'est comme ça en fait, que j'ai pu devenir bon à l'école, entre guillemets. C'est que si je suis rentré à Normal Sup, c'est parce que j'étais à Orsay, à l'université d'Orsay, et je donnais des cours de soutien. Et je donnais des cours de soutien, pas pour des étudiants qui étaient à l'année en dessous, mais des étudiants de la même année. Et donc, quand je prenais un cours en amphi, je le prenais dans la perspective de devoir le redonner dans l'heure qui vient. Et là, quand vous faites ça, quand vous avez calibré votre cerveau pour faire ça, pour écouter le cours, avec la perspective concrète et pratique de devoir le restituer, et pas le restituer à un prof, en mode bachotage, non, de devoir le restituer à quelqu'un qui ne l'a pas compris, ce qui change tout, eh bien, vous devez développer des connaissances en pédagogie, mais surtout, avec à heure égale de révision, vous apprenez beaucoup plus vite et beaucoup plus durablement. Et c'est pour ça que j'ai pu exceller et être dans les majors de ma promo face à des gens qui travaillaient en nombre d'heures plus que moi. Mais vous continuez encore à le faire finalement, oui, même dans votre livre. J'en ai fait mon métier. C'est vulgariser entre guillemets un peu tout ce que vous apprenez pour les personnes comme nous. Tout à fait. Et en fait, la vraie popularisation, vulgarisation procède d'une vraie recherche fondamentale en fait, parce qu'on invente de nouvelles recettes, on découvre de nouvelles choses, et quand on prend un angle nouveau sur la connaissance, on contribue au développement fondamental de la connaissance. Et c'est pour ça que je milite pour qu'il y ait une fusion totale entre recherche fondamentale et popularisation, vulgarisation. Alors vous avez écrit un livre passionnant, que moi j'ai trouvé en tout cas passionnant. Merci beaucoup. Libérer votre cerveau. Et par contre, j'ai été quand même assez surprise de voir que certains de vos lecteurs sont un peu frustrés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu restés sur leur faim. Alors notamment un certain Robert, un internaute qui a laissé un commentaire sur Internet qui nous a dit que pareil, il a adoré le livre, il trouve que c'est super, il y a plein de théories hyper intéressantes, sauf qu'il s'attendait à avoir des exercices pratiques pour libérer son cerveau. Il a attendu jusqu'à la fin du livre. Il n'en a pas trouvé. Ah si, à la fin, il y en a. Ah, il n'a pas lu jusqu'à la fin. Non, à la fin, il y en a. Il y a 7 exercices pratiques pour libérer son cerveau. J'ai mis. Non, à la fin, ils y sont, mais effectivement, c'est comme dans Les Dents de la Mer. On ne monte pas le requin blanc dès le début, quoi, hein. Donc, les exercices pratiques, c'est évidemment gardé pour la fin du livre. Alors, quels sont-ils aux 3 exercices qu'on pourrait faire moi, je vais même en dire un, en fait, c'est savoir désinstaller une application dans sa tête. Notre cerveau est comme un smartphone. Il a des applications, il a des logiciels. Mettre à jour. Mettre à jour, mais c'est ça qui est dingue. On met notre smartphone plus souvent à jour que notre cerveau. C'est fou, ça. Ouais, notre cerveau est beaucoup plus important que notre smartphone. Les logiciels qui tournent dans notre tête, il y en a qui sont totalement dépassés. Des logiciels pour lire le monde, pour lire l'économie, pour lire la politique, pour lire la relation à autrui, le vivre ensemble, toutes ces choses-là qui sont essentielles. Eh bien, on se balade avec des logiciels copyright 1932 dans notre tête. Donc en fait, il faut les mettre à jour. Formater ce qu'on a dans notre cerveau, dans notre tête en tout cas. Savoir quoi installer, quoi désinstaller. C'est vraiment ça. Il y a quand même des choses à garder, j'imagine, bien sûr. L'adolescence, on appelle ça l'âge bête. Et c'est une erreur, en fait, de l'appeler l'âge bête, parce que l'adolescence, c'est l'âge auquel un humain se rend compte
qu'il peut installer ou désinstaller des choses dans sa tête. L'adolescence, c'est l'âge où on se rend compte qu'on est capable de prendre les droits d'administrateur sur notre cerveau, pour parler en vocabulaire informatique. Et du coup, on fait des erreurs parce qu'on va désinstaller les mauvaises choses et installer les bonnes choses. On va désinstaller les bonnes choses et installer les mauvaises choses. Voilà, par exemple, on va se mettre avec un survêt Lacoste et puis des pantalons, des chaussettes. Voilà, je sais de quoi je parle. Puis une petite banane Lacoste en bandoulière aussi. Voilà, bon, ce genre de logiciel, je l'ai pas gardé. Je me suis rendu compte, il était cool, mais que c'était pas à désinstaller. Du coup. À désinstaller, ouais. Mais comment on fait concrètement pour désinstaller quelque chose dans notre tête ? Il faut savoir qu'il tourne. Il faut déjà notre smartphone, il nous met la liste des applis. C'est là qu'il est sympa. Il nous le dit. Votre cerveau, il vous le dit pas. Donc la meilleure façon, c'est de le savoir. Et un bon moyen de savoir qu'on a ce que j'appelle dans mon livre une psychiatrice, c'est-à-dire une cicatrice psychologique, eh bien c'est quand on observe qu'on a surréagi sur un domaine donné. Alors le cas que je cite dans mon bouquin, c'est un cas parmi d'autres, le cas de Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture. Quelqu'un arrive, lui dit « je te serre pas la main » et lui il enchaîne tout de suite « casse-toi pauvre con ». Et là, je suis pas du tout dans la question de juger ça ou pas. La vraie question, c'est d'observer une surréaction. C'est-à-dire n'importe qui d'autre, quelqu'un lui serre pas la main, il s'en fout. Mais il y a des gens, effectivement, si vous leur serrez pas la main... Là, c'était too much, en fait. Oui, mais d'où venait cette surréaction ? C'est le concept donc de la psychiatrice. C'est-à-dire il y a une cicatrice psychologique forte, qui est qu'en l'occurrence, on est face à une personne qui a été abandonnée par son père, qui a la peur d'être rejetée, une énorme peur d'être rejetée, qui a été cultivée de façon assidue, même dans sa carrière politique. Et cette peur d'être rejetée, elle fait qu'il y a une sensibilité bien plus grande quand on met le doigt dessus. C'est comme une cicatrice. Si vous avez une énorme cicatrice dans la main, quand vous serrez la main à quelqu'un, ça va vous faire mal. La différence entre une cicatrice physique et une cicatrice psychologique, c'est qu'une cicatrice physique, on est le premier à le savoir. On la voit au creux de notre main, cette cicatrice. C'est beaucoup plus facile pour tout ce qui est psychologique. Et du coup, on peut le dire aux autres. On peut dire aux autres, j'ai une cicatrice pour tout ce qui est physique, vous vouliez dire. Oui, non, physique, c'est beaucoup plus difficile pour tout ce qui est psychologique. Voilà, c'est moi qui ai mal entendu. C'est ça, effectivement, parce que la cicatrice psychologique, eh bien, elle est beaucoup plus dure à mettre en évidence. Et en fait, une cicatrice physique, vous êtes le premier au courant. Une cicatrice psychologique, ce sont vos amis qui sont les premiers au courant, parce que ce sont eux qui voient que vous surréagissez à telle ou telle chose, alors que vous ne devriez pas. Eh bien, mettre le doigt sur une cicatrice psychologique, c'est regarder la façon dont on surréagit et ça nous permet de savoir qu'on a un logiciel malveillant, un virus installé dans notre tête. Donc on en prend conscience, oui. On essaye de formater ça, de changer ça, et on suit votre conseil, c'est essayer d'apprendre les choses. Oui. J'essaie de voir, j'ai bien compris. Donc, on apprend les choses et ensuite on essaye de transmettre les connaissances qu'on a acquises. Oui. De manière à les partager avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et là, on est sûr que... c'est là qu'on voit qu'il y a une importance quand même grande à corporaliser la connaissance, à incarner la connaissance. La connaissance n'est pas un truc désincarné. Aristote enseignait dans un jardin, c'était pas pour rien. On écoutait en étant assis autour du maître, d'un arbre, etc. Et le côté physique tangible de l'expérience, de la connaissance à transmettre, il est essentiel. Et on le voit dans les, aujourd'hui, meilleurs ouvriers de France, le Tour de France du compagnonnage, toutes ces choses-là. Ces modes de transmission de la connaissance sont remarquablement efficaces. C'est pour ça qu'ils ont persisté. Tout le monde peut partager en fait les connaissances. Oui, mais la meilleure façon de partager la connaissance, c'est de la rendre tangible. D'accord. Alors Idriss Aberkan, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Alors là, je vais faire appel à votre cerveau primaire. D'accord. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir vous connaître un peu mieux. Okay. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Ça change, c'est un café là. Aujourd'hui, clairement. Double expresso bien serré. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Putain, c'est dur ça. C'est dur de répondre spontanément. Gunther Pauli en ce moment. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le tout dernier que j'ai lu, ça devait être la biographie de Lucky Luciano. C'est tellement pas un bon exemple en plus pour les écouteurs. Lucky Luciano, c'était un parrain de la mafia. Quelle est votre plus grande peur ? Je sais pas. C'est pas bien, mais je sais pas. Quel est votre plat préféré ? Allez, un homard thermidor. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier ? Avoir planté 20 000 moringas au Sénégal. Quel est l'animal qui vous représente le mieux ? L'ornithorynque. Quelle est l'application que vous utilisez le plus ? Prezi. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Il y en a plein. La Toscane. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Là aussi, Vérité qui dérange. Qu'est-ce qui vous manque le plus de San Francisco ? L'esprit. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Que un jour les chefs d'État préféreront trouver de la biodiversité que du pétrole.
Quel est votre jeu vidéo préféré ? Chrono Trigger. Quel livre offririez-vous en premier ? La Cassida de Richard Francis Burton. Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite ? Elon Musk. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? Il y en a eu plusieurs, mais c'est un moment où j'ai failli mourir. Quel est votre plus grand regret ? Je ne vais pas dire avoir étudié en France, ça serait on la garde Si un c'est peu la au vérité, montage, celle-là. Non, on ne vit ni de regret ni de remords. D'après vous, combien y a-t-il d'étoiles dans notre système solaire ? Alors, 1000 milliards fois 400 milliards. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Lire. Vous êtes sûr pour le nombre d'étoiles dans le système solaire ? Je me suis fait avoir, c'était le système solaire, il n'y en a qu'une effectivement. On me pose tellement la question, combien y a-t-il d'étoiles dans notre univers ? Ah, Et là j'ai donné le nombre d'étoiles dans l'univers. bon ça va, on vous en veut pas. Merci Idriss Aberkan d'avoir répondu à mes questions. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment, je conseille de lire le livre, votre livre, Libérez votre cerveau. C'est vraiment un livre passionnant. Et sinon, si on veut en savoir davantage, on peut vous retrouver où ? Alors sur mon site idrissaberkan.org, et puis une fois que vous avez mon livre, il y a quand même des auteurs très au-dessus, par exemple Céline Alvarez, Michael Launay, Le grand roman des maths. Là je parle des livres qui sont sortis un peu en même temps que le mien, et puis bien sûr les travaux de Gunther Pauli, la biographie d'Elon Musk est toujours intéressante. Et si on veut suivre votre actualité, vous êtes sur les réseaux sociaux un peu ? Oui, mais pareil mon site, idrissaberkan.org, et sinon, c'est là où oui, tout se passe. sur Twitter ou sur Facebook. Ouais. Ça marche. Merci Idriss, Merci encore à une vous. fois. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci. Avec le Manal Show, ce que je veux, c'est vous proposer une école alternative, vous permettre d'avoir accès à des idées nouvelles, des choses qui ne sont pas enseignées à l'école et pourtant dont nous avons tous besoin pour survivre et évoluer dans ce monde en perpétuel changement. Depuis 2 saisons maintenant et 65 épisodes, je suis partie à la rencontre de personnes qui font des choses. Et au total, je leur ai posé plus de 2000 questions. Et soyez sûrs d'une chose, lorsque vous posez les bonnes questions, vous avez souvent les bonnes réponses. J'ai appris énormément de choses en 2 ans. J'ai appris bien plus en 2 ans de Manal Show que durant toutes mes années d'études. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. On peut rater ses études et parfaitement réussir sa vie. Ce qui est important, c'est de rester curieux et de ne jamais cesser d'apprendre. Alors, pour celles et ceux qui veulent continuer à apprendre et à se former dans l'objectif de devenir une meilleure version de vous-même, sachez que j'organise la toute première masterclass, le Manal Show. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis juste en dessous, en barre d'infos, ou vous rendre directement sur le site lemanalshow.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter sur YouTube et je vous remercie pour votre confiance. Si vous voulez rester informé des prochaines diffusions et être sûr et certain de ne rien manquer, vous n'avez qu'une seule chose à faire. En fait non, vous avez 2 choses à faire. 1. Vous abonner à la chaîne et 2. Activer la petite cloche. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!